Ce n'est pas seulement Donald Trump qui a pris ses distances avec l'Europe, ce sont les États-Unis tout entiers. Et c'est peut-être une tendance à long terme. L'Europe ne compte plus autant qu'auparavant dans le logiciel américain. La proximité géographique de l'Europe avec les États-Unis n'est pas aussi évidente qu'il y paraît. C'est vrai, les 3/4 des côtes du littoral américain sont tournées vers l'Atlantique, donc vers l'Europe. Un quart seulement vers le Pacifique et vers l'Asie. Mais si on intègre dans le paysage l'Alaska, Hawaï et les îles américaines du Pacifique, Guam ou les Mariannes, le regard change un peu. Faisons un peu de calcul de distance. Si on regarde du côté de l'Europe, prenons par exemple Lisbonne au Portugal, est à environ 5500 km de New York. C'est à peu près la même distance entre Hawaï et Tokyo. Et si on prend Guam, nous ne sommes plus qu'à 3000 km de Shanghai en Chine. Donc, d'une certaine manière, l'Asie est encore plus proche que l'Europe. Et puis, les États-Unis ne regardent pas l'Europe comme un ensemble cohérent. Ils la voient comme un agrégat, un consortium de pays mis bout à bout, comme une sorte d'empilement d'assiettes. Il n'y a pas d'États-Unis d'Europe, donc du point de vue américain, c'est comme si l'Europe ne comptait pas. Vous savez, c'est la célèbre formule prêtée à Henry Kissinger, l'Europe, quel numéro de téléphone? Enfin, il y a l'aspect démographique. L'évolution démographique des États-Unis les éloigne peu à peu de leurs origines européennes. La proportion de la population d'origine latino-américaine et asiatique, cette proportion ne cesse d'augmenter. Sur ce plan, la proximité avec l'Europe est indéniable, mais elle tend à s'effacer. Au départ, les liens sont incontournables puisque les premiers colons qui viennent peupler l'Amérique et prendre possession des terres occupées par les Amérindiens, ces populations de colons sont originaires d'Europe, britanniques, irlandais, français, etc. C'est toute l'histoire et toute la mythologie fondatrice du Mayflower, parti de Plymouth, célébrée encore aujourd'hui chaque année lors de la fête de Thanksgiving. Ensuite, au XXe siècle, lors des 2 guerres mondiales, les liens avec l'Europe sont encore raffermis puisque l'intervention américaine est décisive à chaque fois. Même si, on le notera, lors de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis regardent déjà vers un deuxième front qui est celui du Pacifique. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est le plan Marshall, l'aide américaine à la reconstruction de l'Europe, 16 milliards de dollars à l'époque. L'Europe est alors l'allié incontournable face à la menace de l'Union soviétique. Les choses commencent à tourner avec la chute de l'URSS. Progressivement, le regard américain va se tourner de plus en plus vers l'Asie, pour des raisons d'enjeu commercial et parce que la Chine devient le rival principal, celui qui supplante l'Union soviétique et la Russie. Le vrai tournant, c'est en 2011, lorsque Barack Obama et Hillary Clinton décident de changer le logiciel de la diplomatie américaine. C'est ce qu'on appelle le pivot asiatique. Le centre de gravité de la diplomatie américaine se détourne de l'Europe vers l'Asie. En fait, Donald Trump n'a fait que prolonger et poursuivre cette évolution. Le mouvement des plaques tectoniques avait débuté avant. C'est le sujet central. L'Europe est perçue par les États-Unis à la fois comme un acteur un peu secondaire et en même temps comme un concurrent vis-à-vis duquel Washington se sent perdant. C'est au centre du logiciel de Donald Trump pour qui les questions de business sont toujours prioritaires. D'abord, l'Europe est perçue comme un acteur secondaire parce que le centre de gravité de l'économie mondiale se déplace vers l'Asie. C'est pour cette raison que les États-Unis ont cherché en priorité à forger un traité transpacifique avec 11 pays du Pacifique. Et c'est pour cette raison qu'ils font de la guerre commerciale avec la Chine un enjeu prioritaire. L'Europe est pourtant la première puissance commerciale mondiale et le premier partenaire des États-Unis. Mais la balance commerciale entre l'Europe et les États-Unis est défavorable à Washington. L'Europe représente à peu près 20% du déficit commercial américain. Donald Trump y voit donc une injustice. Et il n'a de cesse de dénoncer la présence des voitures allemandes dans les grandes cités américaines
ou de dénoncer les subventions européennes à l'aéronautique, en particulier Airbus, quand bien même les États-Unis font la même chose avec Boeing. Ce sentiment d'injustice est encore plus fort sur un dossier précis, le financement de l'OTAN, l'organisation qui coordonne la défense des Occidentaux, essentiellement face à la Russie. Les États-Unis en sont, et de loin, le premier contributeur, et surtout, ils contribuent à une proportion très élevée de leur produit intérieur brut, 3,5%. Les pays européens, pour la plupart, membres de l'OTAN, contribuent à une hauteur beaucoup plus faible de leur produit intérieur brut, moins de 2%, 1,2% pour l'Allemagne. Donald Trump dit donc, vous nous coûtez trop cher, nous en avons assez de financer votre défense. Sur le plan juridique, très peu de choses relient directement les États-Unis à l'Europe, si ce n'est justement l'OTAN. C'est le seul véritable accord qui s'impose en termes de droit international entre Washington et les Européens. Sauf que Donald Trump menace régulièrement, désormais, de sortir de l'OTAN. Ça reste improbable, mais ce n'est pas incohérent pour 3 raisons. Premièrement, Donald Trump est dans une logique de désengagement militaire un peu partout dans le monde. On l'a vu en Afghanistan ou en Syrie. Deuxièmement, il estime, on vient de le voir, que la facture est trop élevée pour les États-Unis dans le financement de l'OTAN, d'autant que la Russie de Poutine n'est plus perçue comme un adversaire prioritaire. Enfin, troisièmement, Donald Trump n'hésite pas à claquer la porte des accords internationaux, on l'a vu avec le climat ou le nucléaire iranien. Donc, la question du droit est de peu de poids dans la relation des États-Unis à l'Europe. C'est l'autre dimension clé du dossier. Le logiciel psychologique de Donald Trump est aux antipodes de celui de l'Europe. Le milliardaire américain ne croit absolument pas dans le multilatéralisme, il ne croit que dans les relations bilatérales de pays à pays. Il ne peut donc pas se résoudre à discuter avec une Europe qui représente 27 pays. Il préfère aller négocier avec chaque capitale, par exemple avec la Pologne sur les questions de défense. Il y a 2 ans, il a même proposé à Emmanuel Macron un traité bilatéral commercial préférentiel avec les États-Unis si la France quittait l'Europe. Son logiciel est aussi celui du nationalisme, incompatible avec la nature même du projet européen, le côté supranational. Rien d'étonnant donc à ce que les conseillers passés ou présents de Donald Trump, comme Steve Bannon, fréquentent d'abord les milieux d'extrême droite nationalistes en Europe. And I think she's the key that picks the lock. Salvini will clearly be there. I think Le Pen is the one that can be magnanimous or show wisdom. I think she's shown incredible wisdom. I don't think she gets the credit for this. I think she's not just a astute tactical politician. She actually understands strategy. Mais au-delà de Trump, de très nombreux Américains adhèrent à ce projet nationaliste et protectionniste et n'accordent guère d'intérêt à l'Europe. La priorité, encore une fois, désormais pour eux, c'est de contrecarrer la Chine. On se résume. Cet éloignement progressif des États-Unis vis-à-vis de l'Europe est une évolution structurelle. Ses racines sont beaucoup plus profondes que les prises de position ponctuelles d'un Donald Trump.